Salut, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec nous sur Canal 3 et canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus dans votre matinale Actu Matin. L'équipe est évidemment en place et ce pour 2 heures pour vous donner l'information et toute l'information, à commencer par les gros titres de la presse. Il est en place. Wahab Alikbara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On va vous retrouver dans un court instant au sommaire ce mercredi. Les derniers épisodes dramatiques caractéristiques de ces conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Le bilan, la dizaine de morts à Malanville il y a quelques jours est encore présent dans les mémoires. Quelle explication donner à ces échauffoureux qui inquiètent vivement et qui suscitent la mobilisation à tous les niveaux? On s'y consacre ce matin. Pour 15 minutes, le forum reçoit en invité le président de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Adamou Maman Sambo sera avec nous au téléphone. On fera le tour de nos communes à la découverte des nouveaux élus. Il a exceptionnellement décidé d'apporter sa touche au processus de développement de sa commune, de la presse à la mairie. Dr Malik Seibou Gomina ravive sa flamme patriotique en répondant au signal attendu de la communauté. Il administre désormais la commune de Djougou dans le département de la Donga. Quels seront ses choix pour l'essor économique et social de cette ville? On en parle avec les débatteurs. Un regard également sur la prise de pouvoir par la jeunesse au sortir de ces dernières élections, les défis qui attendent les élus, les 6 années à venir. On va parcourir ce matin les communes. Mois de juin, mois de l'arbre au Bénin, nous verrons l'utilité des milliers de plants qui sont chaque année mis en terre. Une analyse économique de l'opération reboisement avec à la clé la contribution du secteur forestier dans l'économie béninoise. Clément Achadé recevra dans la deuxième partie de votre matinale Jean-Bernard Favy, directeur général du commerce. Merci de nous préférer. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Allez, que dit la presse nationale ce matin? Nous partons très rapidement à la découverte des titres à la une avec vous, Wahab Alikbara. Rebonjour Christian, rebonjour à tous. Les parutions ce matin célèbrent la jeunesse à la tête de nos mairies. On cite pêle-mêle Lucas Trokpo à Cotonou, Malik Seibou Gomina à Djougou et Aldo Kwagou Nda à Bukumbe. On va commencer par fraternité, gestion des inondations dans les communes à haut risque, challenge pour les nouveaux maires. Réponse contre Covid-19 au Bénin. Procéa 2 offre les dispositifs de lavage de mains à l'Association nationale des communes du Bénin. Élu à la tête de la commune de Bukumbe, Aldo Kwagou Nda, le triomphe de la jeunesse. Des nouveautés plein les yeux, Canal Plus offre une riche programmation à ses abonnés. Et puis, mise à mort du noir américain George Floyd, des questionnements de l'ambassadeur Candide Ahwansou sur les réactions au Bénin. Ces communes phares, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dossoumo. À la une maintenant de la Nation, cours en ligne dans les universités publiques, les innovations de la plateforme e-learning, coopération dans le secteur de l'éducation, plusieurs accords signés entre le Bénin et la Suisse. Matin libre, 4e mandature de la décentralisation. Aboubakar Yaya prend les rênes de Parakou. Nyolonfou Kodjia qui pour le littoral, s'interroge le journal Les Puvules de Cotonou. Lucas Trokpo aux commandes. L'économiste, bien immobilier de l'OCBN, les occupants illégaux toujours actifs sur le site. Semaine des frontières béninoises, la BJF distribue des cartes biométriques CEDEAO à Agoué.
Bénin intelligent, commune de Boukoumbe, Aldo Kwagu Nda installé dans ses fonctions. Passation de charge, Lucas Trokpo reçoit les clés de Cotonou. Élu maire de la commune de Djougou, les bons vœux du leader Presse Club à Malik Gomina. Le matin, pandémie du coronavirus, le Bénin enregistre un 4e décès, 300 cas confirmés, 113 sous traitement et 118 guéris. 4e mandature de la décentralisation au Bénin, liste complète des 77 nouveaux maires élus. Diakbata, interdiction de dépenses d'envergure par les nouveaux maires, non à la gabédie, à la corruption et à la concussion dans les communes. Mairie de Djougou, Malik Seibou Gomina, prend les rênes de sa commune natale pour assurer son développement. Soleil levant, mairie de Soava, top. L'air Jean-Major Zanou s'ouvre. C'est officiel, le tout nouveau maire de la commune de Soava a pris service. Annoncé pour reprendre sa place à l'hémicycle, démenti formel du maire sortant d'Aboumé Calavi, Georges Bada. Georges Bada ne compte rien faire dans le dos des décisions de l'Union progressiste. Il siège bel et bien au conseil communal. Le Soleil Bénin Info, décentralisation au Bénin, 4e mandature, nom et prénom des 77 nouveaux maires. Place au développement à la base. Et puis Quinqué remobilise les populations pour talent après les communales et dans les perspectives de la présidentielle de 2021. Le challenge, interdiction de recrutement et de dépenses d'envergure dans les nouvelles mairies vers un audit des 3e mandatures, sinon des 3 dernières mandatures des conseils communaux. Porté à la tête de sa commune, Malik Gomina de la presse à la mairie, une nouvelle aventure. L'événement précis, Claude Djankaki, analyste politique sous l'abrapalave de l'événement précis, le multipartisme intégral a disparu au Bénin. Lucas Trokpo prend les commandes à Cotonou, précise l'événement précis. Carte sur table en réponse aux différentes préoccupations des étudiants à propos de la plateforme e-learning. Éléonore Yahi, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Aurélie Soulet apporte plus de clarification et félicite le président Patrice Talon pour cette initiative. La plateforme n'est pas là pour compliquer la vie, mais plutôt pour faciliter la transmission du travail. Révélation de la Poste du Bénin dans le concert des grandes entreprises. Faire de cette structure une société moderne, compétitive et prospère. Tel est le leitmotiv de Judith Glidja, directrice générale de la Poste du Bénin. Et puis, Bénin, réouverture effective des lieux de culte, les gestes barrières respectés par les fidèles au temple des Assemblées de Dieu de Gbedjro-Médé. Le routier, mairie de Tofo, Bibiane Adamazé, le nouveau maire accueilli dans une liesse populaire. Après son élection à la tête de la commune de Koulekame, Dieudonné Gbedjekan prend officiellement le bâton de commandement. L'opinion aujourd'hui, reconduction de Nikez Fagnon à la tête de la mairie de Dassa-Zoumé, une prime à la fidélité politique et à l'efficacité dans l'action. La liste des membres de l'exécutif installés à Dassa, retrouvée dans les colonnes de l'opinion aujourd'hui. Paulin Akpona à l'installation du nouveau conseil communal de Savet. Savet n'est pas totalement le bastion de l'opposition. Le potentiel, commune de Lalo, William Fangbeji relance son mandat de maire. L'honorable Adomaou a ramené la paix au conseil communal. Et puis, 4e mandature de la décentralisation, bref aperçu sur les 77 maires.
L'autre quotidien, municipalité de Cotonou, Luc Setonji Atroko s'installe. La cloche, interdiction de recrutement et de dépenses d'envergure dans les nouvelles mairies vers un audit des 3 dernières mandatures des conseils communaux. Deuil à la présidence de la République de Burundi, les circonstances du décès du président Pierre Nkurunziza. Le matinal, après 4 années de gestion à Parakou, les prouesses de Charles Toko qui oblige le maire Aboubakar Yaya. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui précise que la gestion des inondations dans les communes à haut risque constitue un nouveau challenge pour les nouveaux patrons de nos conseils communaux. Voilà, c'est sous la plume de Fulbert à Jimé Rossou, en page 3 du quotidien Fraternité. Fulbert qui est revenu donc sur les désastres causés par les inondations à l'intérieur du pays et surtout à Cotonou. Il demande à ce que l'on s'approprie les plans de contingence. Il s'adresse ainsi au nouveau maire. Il faut penser aux moyens d'urgence et profiter de l'asphaltage. Et puis le quotidien Fraternité qui vous présente ce matin la liste des 77 nouveaux maires élus. Et puis toujours le journal Fraternité qui fait un zoom sur un jeune maire. C'est dans la commune de Bukumbe. Il a donc Alice Aldo Nda Kouagou qui a prôné le consensus, l'union et la réconciliation. Précise qu'il a mené la liste du parti Union progressiste à une victoire dans le cadre des dernières consultations électorales dans le département de l'Atakora, notamment à Bukumbe, qu'il administre désormais. Ce matin, on fera un grand zoom sur un maire, le maire de la commune de Djougou, Malik Sebou Gomina, dans le forum de discussion. On va revenir donc sur ce génie des médias devenu maire. Et puis, on parlera également de cette jeunesse qui présidera désormais aux destinées de nos communes. Quelles sont les chances pour que les communes se développent sous la gouvernance jeune? On va également en parler. Restez avec nous. Tout de suite, le mini-journal, mais avant, les titres. Bonjour à vous, Naguib. Bonjour Christian, c'est fait. Le maire de Cotonou, le tout nouveau, est entré dans la plénitude de ses nouvelles fonctions. Luc Setonji Atroko s'est vu filer les commandes de la plus grande métropole du Bénin, tel qu'il est de coutume dans ce genre de circonstances des maires. Des mains du maire sortant Isidore Nyolonfon, la cérémonie de passation de charge s'est faite dans une ambiance des jours de fête. Vous le verrez dans un instant. Et puis, il annonce Gervais Hunkwe-Kwenou. Et en lui, il faudra reconnaître désormais le visage de l'exécutif communal en place désormais à la mairie de Lokossa. Le désormais premier édile de la Cité de l'Espoir a été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du Mounou. Voilà. Nous étions donc à Lokossa. Les images ne sont pas venues, mais vous les aurez tout à l'heure dans le mini-journal. Merci de rester en place, Naguib Alagoué. Bonjour à vous, Moïse Doussoumou. Dans un instant, on va vous retrouver pour la chronique du jour. Vous allez nous emmener à parcourir plusieurs communes, Calavi, Djougou, Semepoji et Boycon, cap sur le développement. C'est ce qu'il nous dira, Moïse. Restez en place. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Eh bien, la chronique du jour signée Moïse Doussoumou. Nous vous écoutons, Moïse. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'accouchement a été plutôt facile. La guerre de gladiateurs annoncée n'a pas eu lieu. Au départ, ils étaient 3 prétendants au poste. Aucun d'eux ne voulait rien lâcher. Mais à l'arrivée, c'est ce trio qui compose l'exécutif communal. Maître Rufino d'Almeida, Armand Gansset et Elisabeth Abosaga sont aux commandes à Boycon. À eux 3, ils sont condamnés à s'entendre pour les 6 années à venir. La ville Carrefour, cosmopolite et centre d'attraction, a changé de main. Le nouvel édile et ses collaborateurs immédiats devront se donner les moyens de réussir leur mandat. Technocrate accompli, Maître Rufino d'Almeida, qui prend les rênes de la mairie,
dans un contexte particulier, saura s'entourer des compétences nécessaires pour braver les obstacles et afficher à son compteur un bilan reluisant. Non loin de son territoire, la commune de Semekpodi fait également peau neuve. Le suppléant de Jonas Benametor à l'Assemblée nationale peut dormir tranquille. L'ex-titulaire du poste a pris le contrôle de la commune. Tout comme Boycon, Semekpodi a besoin d'un renouveau. Cette commune, en dépit de son potentiel agricole et de sa proximité avec le Nigeria, n'a pas encore réussi à bénéficier de toutes ses ressources. Sur ce territoire, il y a encore tant de choses à faire. C'est un défi pour le nouveau maire de combler les attentes dans une grande mesure. Certes, il n'accomplira pas des prodiges, mais il gagnerait à sortir des sentiers battus en explorant des pistes sur lesquelles aucun de ses prédécesseurs ne s'est risqué. En prenant ses distances avec son mandat parlementaire, il lui revient de s'illustrer comme un homme de développement. Ses électeurs et les habitants de son territoire de compétence l'ont à l'œil. Il en est de même pour Angelo Arwandino, sorti de l'ombre pour la lumière. En prenant la succession de Georges Bada, qui a bataillé dur pour être maintenu au poste, le numéro 1 de la commune ne saurait dormir sur ses lauriers. Abomey-Calavi fait partie des communes phares du Bénin. Deuxième ville plus peuplée après Cotonou, elle a de la peine à assumer convenablement sa vocation de cité dortoir. La viabilisation et l'urbanisation des arrondissements ne suivent pas le rythme de l'installation humaine. Du coup, des problèmes, très vite transformés en casse-tête, se posent et s'amplifient au quotidien. La grande saison des pluies qui frappe déjà à nos portes ne manquera pas d'en rajouter à la galère des administrés dont les quartiers et villages subissent constamment les affres des inondations. Godomé, l'arrondissement le plus peuplé du Bénin, a réclamé et obtenu le poste de maire. Mais cela n'est pas une fin en soi. Angelo Arwandino est très attendu sur le terrain des résultats. Malik Seibou Gomina aussi. Désigné dans la ferveur populaire, le journaliste et patron de presse fait une entrée remarquable en politique. La cité des Pétoni, qui vient de lui être confiée, a grand besoin d'un nouveau style de management. Djougou, l'autre cité Carrefour, la troisième ville la plus peuplée du Bénin après Cotonou et Abomey-Calavi, a un maire jeune, ambitieux et dynamique, mais il part avec un handicap. Contrairement à la plupart des principales communes, Djougou n'a pas bénéficié des grands projets gouvernementaux. Curieusement, ces voies n'ont pas été asphaltées. Idem pour les projets d'assainissement et d'embellissement comme celui du Grand Okoué, qui soulage certains maires de la partie méridionale du pays. Face à tant de défis pressants, Malik Gomina pourra compter sur l'appui de l'exécutif qui devra très vite se rattraper en initiant de grands projets pour le compte de la commune comme c'est le cas ailleurs. Il faut beaucoup d'énergie et d'engagement pour soulever les montagnes dans cette localité. D'un seul arrondissement, celui de Bariénou est aussi vaste que le département de l'Atlantique. Les atouts de ce centre, à la fois urbain et rural, ont trait au commerce, à l'agriculture et au transport. La diaspora, riche et variée, est l'autre corde qui donne de la consistance à l'arc du maire entrant. Et voilà, il faut beaucoup d'énergie et d'engagement pour soulever les montagnes. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Moïse Dossoumouko, vous venez de suivre dans la chronique du jour. On va le retrouver tout à l'heure avec l'ensemble du plateau. Ce sera dans le forum de discussion avec André Dossa, Herman Nyamboussou et Akime. C'est nous, Ousseni. Restez donc en place et en notre compagnie. Dans un court instant, le mini-journal. De la ville de Baragou, Loft Ressort Hotel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hotel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hotel, votre satisfaction, notre plus belle récompense.
Bienvenue au mini-journal sur Actu Matin, des images à voir et nous démarrons donc par ces images que vous avez sur vos écrans installés puis désignés il y a quelques jours par ses pairs. Le nouveau maire de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, a officiellement pris fonction dans l'après-midi d'hier mardi. La passation de charge entre Isidore Nyolonfon, son prédécesseur, et lui s'est déroulée comme nous l'ont rapporté nos envoyés spéciaux dans une ambiance conviviale, loin des caméras de télévision. Puis après la passation de charge, Luc Atropo est conduit à son bureau par ses collaborateurs, occasion pour lui de partager avec la presse qui s'est déplacée à l'hôtel-ville de Cotonou quelques actions à mener dans l'immédiat dans la ville qu'il préside désormais. Nous l'écoutons. Les impressions après l'installation sont de bonnes impressions. Bonnes impressions parce que l'équipe est bonne. Vous savez, il n'y a rien qui puisse se faire seul. Lorsque vous êtes encadré et que vous avez des compétences qui sont avec vous, vous êtes sûr de réussir. Donc, je me réjouis d'avoir de la qualité des ressources humaines, aussi bien au niveau de mes adjoints qu'au niveau des conseillers municipaux. J'espère très bien qu'ensemble, nous aurons le soutien d'un personnel de qualité pour que les défis qui sont les nôtres puissent être relevés. Les problèmes des villes sont à la hauteur de la grandeur des villes. Vous savez, plus la ville est grande, plus les problèmes sont grands. Donc, il va falloir que tout de suite nous mettons la meilleure tâche. Déjà, demain, avec les adjoints indirects, il va falloir que nous ayons une concertation. Nous n'avons pas du temps à perdre, il faut qu'on avance. On a été élus pour ça et on travaillera à ce que ce qui doit se faire puisse se faire. En tout cas, je suis rassuré, je suis tout à fait en de très bonnes mains ici. Et vous verrez dans les jours à venir qu'en synergie d'action, nous travaillerons à relever les défis qui sont les nôtres. Et voilà, Luc Setondia-Tropo, maire de Cotonou, sur des propos recueillis par Assion Mokanya Siongbon et Moufid Sagoran. C'est aussi fait à la mairie de Lokossa où Gervais Rouinou a pris les rênes. C'était lundi dernier, la Guibe. Cela fait suite, logiquement, à sa désignation samedi dernier par son parti, le parti Union Progressiste. Sorti vainqueur des dernières élections communales et municipales, il a pris officiellement service ce lundi au cours d'une cérémonie de passation de charge présidée par le préfet du Mono. Le résumé ici avec Geoffroy Messon et Florando. Dans cette grande salle de conférence de l'hôtel de ville de Lokossa, c'est à un passage de témoins qu'assistent personnalités, autorités politico-administratives ainsi que de simples habitants de la cité. Il s'agit de la passation de charge entre le nouveau patron de l'hôtel de ville, Gervais Rouinou, et son prédécesseur, Pierre Kokou Awadji. Un passage de témoins entériné par le préfet du département du Mono. Une occasion pour le personnel de la maison de dire bye-bye à l'ancien maire et bienvenue au nouveau. Monsieur le maire entrant, le personnel de la mairie de Lokossa, qui n'est pas un étranger pour vous, a à cœur de se consacrer à l'essence de leur fonction. Ils souhaitent pouvoir disposer des moyens pour concentrer leur énergie sur les missions professionnelles. Le maire sortant, Pierre Kokou Awadji, vient de passer 5 ans à la tête de la commune. Tout en félicitant son successeur, il est revenu sur les grands faits et actions qui ont marqué sa gestion de la cité de l'Espérance. Pour rappel, à ma prise de service en septembre 2015, le budget de la commune était équilibré en recettes et en dépenses pour un montant de 974 398 369 francs CFA. À mon départ, je laisse un budget équilibré en recettes et en dépenses pour un montant de 2 219 422 324 francs. Gervais Rouinou, le nouveau patron de l'hôtel de ville de Lokossa, s'est ensuite vu porter par le préfet son écharpe, symbole de sa prise de pouvoir. Puisque c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, nous nous appuierons notamment sur l'heureuse expérience de l'Asso Baobab, célèbre équipe de handball de Lokossa, et ferons du sport un maître mot pour révéler Lokossa
dans le Bénin révélé. Nous nous évertuerons à offrir à la commune de Lokossa une salle de spectacle digne du nom dans le domaine énergétique. Nous ferons en sorte que la commune de Lokossa soit citée comme exemple dans l'utilisation des énergies renouvelables. Ainsi qu'annoncé, lors des campagnes, nous attacherons du prix à l'amélioration de l'administration communale en la rendant plus efficace et plus proche des usagers. Je voudrais déjà vous assurer l'appui nécessaire de l'autorité de tutelle que nous sommes. Par ailleurs, le pouvoir central jouera pleinement sa partition au fin de vous permettre d'inscrire les performances de la mandature dans l'histoire. Gervais Nkpekwenou, le nouveau maire de la commune de Lokossa, est un enseignant-chercheur. Il a été désigné à ce poste par le parti Union progressiste, UP, parti majoritaire au sein du conseil communal de Lokossa. Il a pour premier adjoint Norbert Gangbeji et pour deuxième adjoint Rodéo Menikpa. Voilà, Abomey Calavi, la cité dortoir, a également à sa tête une nouvelle figure. Angelo Arondino, désigné dans la foulée du processus de renouvellement des différentes administrations à la tête des villes et municipalités du Bénin, reste à ce jour pour nombre de Béninois un visage nouveau. Alors, qui est-il et que peut-on en savoir? Réponse à travers ce sujet portrait signé Narcisse Alossé. Voici celui à qui les destinées de la commune d'Abomey Calavi sont confiées pour les 6 années à venir. Angelo Évariste Arondino, la quarantaine seulement, mais nanti d'un parcours politique peu commun. Depuis notre tendre enfance, il a toujours nourri le vœu de participer activement au développement de ce pays. Et je l'ai vu à l'œuvre. Donc la politique est un parcours initiatique. Au début, il avait créé un mouvement, c'est-à-dire le MGLD. Et après ça, dans le cas des élections de 2016, les présidentielles, il a été superviseur général pour la 6e circonscription électorale. Et à l'issue des élections, le grand talent a été porté au pouvoir. Il a d'abord milité, il a dirigé beaucoup de choses pour nous dans la commune de Calavi. En matière de politique, ce n'est pas un homme nouveau. Il est un homme connu de tout le monde. Et près d'un an après l'élection du candidat Patrice Talon à la magistrature suprême du Bénin, ce monsieur s'est vu confier la direction de l'administration et du patrimoine de l'Office de gestion des stades du Bénin. Un poste qu'il a occupé jusqu'au 29 avril 2020, où il a été promu directeur départemental des sports de l'Atlantique. Bon, tout homme a des défauts, hein. Bon, Arondino Angelo est un jeune, mais qui est celui qui n'a pas de défauts? Moi, je ne sais pas. Défaut, je ne connais pas trop de défauts. Il est un peu exigeant. Il aime le travail bien fait. C'est des qualités qui dérangent la plupart des Béninois qui veulent vivre la sinécure. Aujourd'hui, son destin politique le parachute à la tête d'une des communes les plus grandes du Bénin. Avec sa qualité de cité dortoir pour cadre de l'administration étudiant opérateur économique, Abomey Calavi s'établit sur une superficie de 539 km² pour une population qui tutoie déjà le million d'âmes. Et le nouvel homme fort de la commune, lui, est titulaire d'une maîtrise en sociologie et d'un master en études prospectives de développement. À 42 ans bien sonnés, Angelo Évariste Arondino est actuellement en année de thèse de doctorat à l'université d'Abomey Calavi. En bref, à présent, nouvelle réunion virtuelle du comité régional de pilotage du projet SWED, projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques, le lundi 8 juin, une vidéoconférence qui a réuni des experts et des partenaires techniques et financiers sur la question d'autonomisation dans le contexte de la COVID-19, suivi d'une autre réunion toujours virtuelle des ministres. Au sortir donc de ces réunions, le ministre d'État chargé du plan a animé une conférence de presse pour expliquer la campagne multimédia sur la crise de la COVID-19. Voilà, au Bénin, la vie reprend progressivement son cours normal après les mesures restrictives prises par les autorités pour freiner la propagation du coronavirus. Seulement la joie des acteurs de certains secteurs autorisés à reprendre leurs activités contraste avec le désarroi des autres qui poursuivent le repos à eux imposé. C'est le cas pour les acteurs du monde du sport au Bénin. Du moment que les stades restent fermés, une de nos équipes de reportage est allée à leur rencontre et il se fait qu'ils ont des attentes.
Depuis près de 3 mois que les stades et autres lieux de pratique de sport de compétition sont orphelins de leur fièvre habituelle. Les mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus sont passées par là, mais depuis la posture d'assouplissement adoptée par les gouvernants, le monde sportif nourrit des attentes. Nous constatons que dans la vie, tout est presque normal et il suffit que le gouvernement nous dise, vous commencez, mais pourquoi pas sous certaines conditions. Nous voyons un peu ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'on pourrait s'aligner dans ça pour soulager tout le monde. Sinon, en tant qu'acteur de football, on a envie de taper dans le ballon. Nous, c'est notre passion à nous. Donc, si ça ne tient qu'à nous, on joue au football et puis il n'y a pas de souci. Au-delà de l'aspect ludique, c'est pour nous une véritable activité de réveil musculaire et nerveux. C'est important pour nous sentir à l'aise parce que nous avons des organes qui sont ralentis. Le déconfinement va continuer à les mettre au ralenti et ce n'est pas bien pour notre santé en réalité. Derrière ces attentes, la dernière décision du gouvernement d'autoriser certains secteurs à rouvrir. Seulement, le sport n'a pas été pris en compte et certains acteurs semblent rester sur leur faim. Quand on voit un peu tout ce que le football nourrit, un peu, vous imaginez un match de football, vous avez les vendeurs d'eau, vous avez les tickets, vous avez les gaz, il y a beaucoup de monde que ce secteur embrasse. Les gens peuvent quand même voir les sports de compétition est quand même autorisé parce qu'avec les sports de compétition, on peut travailler avec un groupe restreint pour ne pas déborder. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui nous attendent, il y a un certain nombre de choses que nous devons rattraper. Alors, en ce qui me concerne, je peux dire que c'est une brèche qui a été ouverte, tout simplement. De toutes les façons, je crois déjà que de façon continuelle, on peut appeler ça un déconfinement progressif, suivant l'expression. Alors, l'envie de jouer au football nous tient, que ce soit les joueurs et les acteurs de club, par rapport à l'investissement aussi qui a été fait. Et vu les exigences du sport de haut niveau, les athlètes n'ont pas été laissés au repos en cette période de restriction. Au niveau de toutes les fédérations ou presque, des programmes spéciaux ont été confectionnés pour permettre aux uns aux autres de garder leur niveau athlétique. Au niveau des clubs et autres, les encadreurs, les techniciens, les responsables de clubs ont mis quelque chose de léger en place pour que chacun, là où il est plus ou moins confiné, puisse commencer par se dire que ça peut commencer à tout moment. Tout footballeur professionnel, c'est 1 mois et demi au plus de repos avec une trêve. Mais pendant la trêve, on leur donne un programme individuel qu'ils exécutent. Vous imaginez, nous qui sommes complètement ici à l'arrêt, il faut au moins 2 voire 3 mois pour que le joueur puisse un peu se retourner. Donc c'est d'énormes dégâts. Et si éventuellement on venait à reprendre, ça va être très très compliqué parce que tous les organismes sont déjà laissés au repos. Il va falloir maintenant redémarrer la machine et ça va prendre énormément de temps. Mais la plupart des acteurs rencontrés par notre équipe de reportage se sont accordés sur la justesse des mesures prises par les autorités. Les gestes barrières sont d'actualité, surtout les supporters, parce que le gros volet du problème, c'est à ce niveau. Si nous allons jouer, quelles sont les dispositions que nous allons prendre? Surtout quand nous savons que le football, c'est un sport d'euphorie, où on peut s'embrasser, on peut même oublier qu'on est en cache-nez suivant les actions et les trucs. Qu'est-ce qui va se passer? La passion, certes, mais la santé d'abord des Béninois. Il y avait une vie avant la Covid-19 et il y en aura après cette pandémie, nous ont confié nos interlocuteurs de circonstances qui ne cachent tout de même pas leur envie de retrouver les aires de jeu. L'assouplissement des mesures ici redonnera vie au stade du pays, condamné depuis peu à un silence de cathédrale. Canal+ relance également ses activités après plusieurs mois de ralentissement et on retrouve pour cette sorte de rentrée télévisuelle la nouvelle série Cacao et le retour de la Lega. Canal+ maintenant, c'est aussi plus de 15 nouvelles chaînes pour satisfaire toutes les couches. Les responsables de la structure ont organisé une conférence de presse lundi pour annoncer officiellement des surprises qui attendent les abonnés dans ce mois de juin. C'était à Canal Olympia à Ouagadougou à Cotonou avec Ulrich Gaba et Eder Hongpevi. C'est le retour en force de Canal+ après le déconfinement. À travers un programme très alléchant, le groupe Canal+ relance ses activités et promet un mois tout feu tout flamme à ses abonnés. Premier cadeau pour susciter euphorie et enthousiasme chez les téléspectateurs, la nouvelle série Cacao. Qui marche très bien. Et tu prétends entamer les négociations avec les Chinois? J'y arriverai avec des conseils de vente. Je t'ai aidé cela. Vous êtes dans le coma. Vous avez
bien préparé votre quota méritoire. Qu'a-t-il bien pu se passer pendant ces 12 épisodes pour en arriver là? Ça suffit! La guerre est grecque. Je vais quitter cette famille. Cacao, la nouvelle série Canal+ originale, et le 15 juin seulement sur Canal+. Le synopsis de la série en quelques mots, ça se passe dans le nord de la Côte d'Ivoire et ça se passe dans le monde du cacao. Donc c'est deux entreprises rivales, deux dynasties familiales qui s'affrontent pour la possession et pour le contrôle du cacao dans cette région du nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une série avec de l'action, c'est une série avec de l'aventure, mais c'est aussi une série avec des sentiments, des relations qui vont se créer. Donc on espère qu'elle plaira à tout le monde, puisqu'en fait le panel de sentiments que vous pourrez retrouver dans cette série est très large. Après des mois de privation, que reprenne enfin la fièvre, la passion. Comme on peut s'y attendre, les amoureux du cuiron auront également leur dose avec la Liga qui reprend. C'est une rentrée footballistique qui s'annonce avec les stars qui font rêver sur la pelouse verte et tous les experts de Canal+ pour commenter, critiquer, décortiquer tous les matchs et performances des joueurs. Sur Canal+ Sport, nos experts vous diront est-ce que vraiment Neymar partira au Barça ou non? Est-ce que LeBron James et d'autres sports aussi? Qu'est-ce qui va se passer? Sans plus tarder, d'autres nouvelles des bouquets Canal+, confirmation pour annoncer, mais quand même, gardez au fond de la tête que c'est prévu pour le 20 juin, la reprise de la Serie A. Pour la relance de ces activités, Canal+ pense également aux enfants avec le retour de la chaîne Mangas dans ses bouquets pour égayer, distraire et éduquer. Les chaînes nature, découvertes et de documentaires sont également au rendez-vous de cette nouvelle aventure qui s'annonce époustouflante sur Canal+, avec plus de 15 nouvelles chaînes. Les bouquets Canal+ se sont enrichis pendant les semaines passées. Nous avons plus de 15 nouvelles chaînes qui ont rejoint nos antennes. Vous en avez dans différentes catégories en termes de découvertes. Nous en avons pour le divertissement, pour les personnes anglophones et bien sûr tout plein de chaînes africaines. C'est un mois de juin bien achalandé qui s'annonce donc sur Canal+, avec en tête d'affiche la série Cacao et le retour de la Liga. C'est le moment de se réabonner pour découvrir toutes les nouvelles chaînes et passer de bons moments en famille ou avec les amis. Voilà, ce sera tout pour le mini-journal ce matin. Merci à vous, Nagui Balabé. Très bonne journée du mercredi. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre si vous venez de vous installer devant vos petits écrans. Actu Matin se poursuit. Destination 9h avec toutes les rubriques au programme. Nous recevrons au téléphone notre invité du jour, Dr Adamou Maman Sambo. Il est le président de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. On parlera donc de la transhumance des animaux avec ses conflits répétés entre agriculteurs et éleveurs. Quelle est donc la situation actuelle et les perspectives au lendemain des échauffourées qui ont eu lieu dans la commune de Manaville il y a de cela quelques jours avec beaucoup de morts. Notre invité reviendra donc sur cette situation. Merci de prendre ce rendez-vous. Tout de suite, le forum de discussion. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bang & Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande.
Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. 7h41, le forum de discussion s'ouvre à partir de cet instant sur Actu Matin, tous en plateau. Herman Anyamboussou, André Dossa, Akime Ousseni, bonjour. Merci de nous rejoindre en compagnie de Moïse Dossoumo qui nous a présenté la chronique ce matin. On va continuer de parler de l'installation des maires, un regard sur les maires des différentes villes, des différentes communes. Et ce matin, nous allons parler de la commune de Djougou, puisque c'est ça qui nous intéresse beaucoup plus. L'administration de Djougou, désormais confiée à Malik Sebou Gomina, un génie des médias, c'est comme ça nous l'avons titré. Dites-nous, Malik Gomina passe de la presse aux médias. Akime Seydou Ousseni, Djougou tient son journaliste maire. Non, Djougou tenait déjà presque son journaliste maire dans les coulisses, parce que oui, avant officiellement, je dirais, d'être porté à la tête de la municipalité de la commune de Djougou, il y a que Malik Gomina n'était pas resté, je dirais, en rade en ce qui concerne les questions de développement de la commune de Djougou. Il a été très souvent interpellé, s'était impliqué à plusieurs fortes décisions et à plusieurs actions de développement au niveau de la commune de Djougou. Donc, le voir aujourd'hui, je dirais, venir prendre fait et cause de façon très officielle en ce qui concerne la conduite des questions de Djougou, ça n'est pas aussi surprenant. Et d'ailleurs, on l'attendait au-delà de la commune de Djougou parce que, souvenez-vous, Christian, qu'à l'occasion de l'avant-dernière échéance électorale, on espérait voir Malik un peu dans le combat politique relativement aux législatives de 2019. Ça n'a pas été le cas. C'était peut-être presque un peu reporté. Mais aujourd'hui, eh bien, on constate que Malik Gomina se fait donc porté en triomphe par les populations de Djougou. Parce qu'il faut rappeler au passage, un Christian qui a été élu sur la liste du bloc républicain avec un score très intéressant, pour ainsi dire les choses. Et donc, vous avez vu un peu à l'image du nombre de conseillers qu'il a drainé pour le BR. Tout à fait. Vous avez vu sa désignation, ce que ça a créé en termes, je dirais, de mobilisation au niveau de la commune de Djougou. C'est pour ne pas être trop péremptoire. C'est l'un des maires qui a fait la grosse unanimité au sein des populations. Donc, aujourd'hui, Malik Gomina a porté un triomphe au niveau de la localité. Et je crois que c'est tout bénéf pour cette commune qui déjà bénéficiait des actions de développement de Malik Gomina. On ne peut pas dresser une liste exhaustive de ce que Malik a apporté à cette commune lorsqu'il n'était même pas encore maire. Je crois savoir que cette fois-ci, bien, on le voit donc le pied dans l'étrier et il va certainement booster Djougou. Et donc, du journaliste à l'homme politique de développement officiellement reconnu, il y avait qu'un petit pas à faire. Je crois que ce n'est pas que Malik vient de faire comme ça. Il y avait un petit pas à faire, il a fait ce pas. Désormais, il est conseiller et désormais, il est maire de la commune de Djougou pour 6 ans. Herman Parfait à Nyamboussou. Quand on regarde un peu le parcours de l'homme jusqu'à présent, est-ce une chance pour la commune qu'il a désormais la charge? Je pense qu'effectivement, Malik Gomina, journaliste, et c'est le cas pour d'autres confrères également qui ont réussi à se faire ici à différents postes de responsabilité à l'issue de ces élections municipales et communales. Tout bon journaliste qui prend ce fauteuil-là ou qui se hisse à ce niveau-là pour sa localité est une chance, tout bon journaliste, parce que le journaliste il a eu la chance de côtoyer beaucoup de gens, de voir ce qui est bien dans telle localité, ce qui n'est pas bien dans telle autre localité. Et donc une fois que Malik Gomina, pour parler de l'homme, a été élu maire de sa commune, Djougou, je pense que
ça constitue une force pour sa localité, étant entendu que l'homme a déjà fait ses preuves ici, à Canal 3 Bénin, Fraternité, le CNPA, beaucoup d'autres structures quand même qu'il a réussi à diriger. N'oubliez quand même pas qu'il est instructeur FIFA aussi. Et donc tous ces éléments réunis font de lui quelqu'un qui dispose d'assez d'éléments pour pouvoir présider aux destinées de sa commune, parce que Djougou, c'est quand même la ville aussi sortie internationale. Djougou a beaucoup de potentialité. Je pense qu'une fois qu'il est élu maire, et Wakimi a bien fait de rappeler qu'il fait partie des maires dont l'élection a fait l'unanimité. Vous avez vu quand le conseil communal a été installé et que le maire n'a pas été élu, vous avez vu la liesse qu'il a suivi jusqu'à la maison, comme pour dire à ceux qui voudraient tripatouiller, attention, nous sommes là, nous sommes aux aguets, nous voyons ce qui se passe, et donc sachez que Djougou a déjà porté son maire, et donc ça n'a pas raté. La consécration, Djougou l'attendait, je pense que il lui revient maintenant de mettre un peu, comme Hakim l'a dit, le pied à l'étrier et de conduire Djougou à bon port. Oui, passer de la presse à la politique et avoir la responsabilité de diriger une commune, est-ce une chose aisée? C'est vrai que vous ne l'avez pas encore fait, vous, Moïse Dossou. Peut-être que c'est pour bientôt. Chacun a son terrain de prédilection. Il a choisi le sien. En attendant que je fasse mon choix plus tard. Donc pour ce qui est de lui, il a fait ses preuves dans la presse, on a vu. Maintenant, il a un nouveau challenge devant lui. Il va prouver, comme l'a fait aussi un certain Charles Tokor, qu'un journaliste ne sait pas que parler, qu'il sait aussi agir, qu'il est aussi un homme de développement. Et je pense qu'il est jeune, il a l'ambition, il a le dynamisme pour ça, il a aussi le carnet d'adresse, ça c'est très important pour réussir la mission. Le vœu que je peux lui formuler, c'est que, comme on a vu qu'il a été désigné dans la faveur avec l'Alliance populaire, qu'à la fin de son mandat, qu'il soit également pareil pour lui. C'est simple que ça. Alors, qu'à la fin de son mandat, qu'il soit pareil, qu'on le porte aussi en triomphe, mais ça doit forcément passer par quoi? Développer, oui, mais qu'est-ce qu'on y met, André Dossard? Beaucoup de choses. Le mot développer dans le sens des attentes énormissimes de la population de Djougou pèse très lourd. Vous savez, Malick Gomina investi, mais moi je l'ai d'abord vu dans une posture d'un Obama qui a été nobelisé avant d'avoir accompli l'acte. C'est dans l'espérance dans une certaine présomption de réalisation qu'on lui a accordé le prix Nobel de la paix en son temps, qu'il vous souvienne. Malick Gomina a été porté en triomphe avant même qu'il se mette à l'œuvre. C'est dit combien les populations attendent de lui. C'est vrai que ce n'est pas en tant que tel un inconnu pour ces populations-là, pour avoir été pendant longtemps dans des rôles de faiseurs, notamment dans cette commune. Très peu de leaders politiques de Djougou aujourd'hui ont pu échapper à son accompagnement dans l'ombre. Il se dit quitter Antigone pour aller à Crayon, mais d'avant tout ça, je crois que c'est beaucoup plus le Karl Rove qu'il était, qui accompagnait les autres dans l'ombre, qui aujourd'hui doit passer à l'acte lui-même. C'est peut-être comparaison n'étant pas raison. C'est pas là se trouve la difficulté. Bon, quand on est dans ce rôle des médias où on critique, on apporte. Ça dépend. Oui. Ça dépend. En fait, c'est autant d'atouts. Autant ce sont des atouts pour lui que ça peut aussi se révéler des difficultés, parce que lorsque on est dans l'emploi à impulser des dynamiques pour accompagner les autres, ce n'est jamais la même chose, la même réalité que lorsque soi-même on est au front. Mais je pense qu'il dispose des atouts nécessaires pour relever le défi. Le défi, c'est quoi? C'est améliorer le cadre de vie des populations de Djougou. C'est faire en sorte que Djougou soit une ville moins grincheuse, parce que manquant de pratiquement tout. C'est une grande ville, c'est une métropole, Djougou. C'est la principale ville de la Donga. C'est le principal carrefour, je crois, de notre pays, parce que ça donne... Djougou, c'est 6 sorties internationales. C'est une ville vraiment cosmopolite qui a besoin vraiment que l'on s'occupe de ces problèmes. L'assainissement, l'eau, l'électricité, l'épanouissement de la jeunesse. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas fait, je sais pas trop, une analyse de la population, de la composition de la population de Djougou, mais c'est essentiellement un peuple jeune qui occupe ce plateau-là. Qui adore beaucoup le football. Et qui parle de jeunesse, parle de beaucoup de foot, beaucoup de dynamisme, et ça a souvent mis aussi en difficulté les autorités appelées à gérer cette ville-là. Donc je crois que Malick Gomina est également lui-même jeune, qui a pu accumuler cette somme d'expérience, et qui surtout a un carnet d'adresse, a un nom, à des réseaux, étant homme de réseau. Je crois qu'aujourd'hui, les leviers nécessaires pour inscrire son nom
davantage inscrire son nom dans les annales de l'histoire de cette ville. Il a de quoi aujourd'hui pouvoir impacter la population de Djougou. Ça dépendra de comment il va s'y mettre. Ça dépendra de sa capacité à mobiliser les énergies, les ressources de cette ville-là autour de ses idées, à mobiliser ce conseil communal qui, ma foi, part déjà avec quelques petits quiproquos à l'image de cette dénonciation de Walid Zoumarou. C'est d'essayer de faire comprendre à ceux qui, dans la ville de Djougou, pensent qu'ils vont de continuer à rester leader de Djougou, leader politique de Djougou, pour ne jamais rien apporter à cette ville, et donc empêcher que quiconque ayant la capacité de le faire puisse le faire en leur lieu et place, d'arriver à les faire taire, à calmer ces ambitions-là, ces velléités-là, et résolument se mettre au travail. Je crois qu'il pourra aussi compter, parce que ça ne sera pas facile. On a beau le tromper, je le disais hier, les gens l'ont porté en triomphe, voilà le mec que nous voulions, il est venu, mais après, lorsqu'il s'agira d'accomplir les actes, de développer la ville, de prendre des décisions douloureuses, il faudra aussi pouvoir faire comprendre à cette population forcément, lorsqu'on veut avancer, il faut prendre des décisions douloureuses. Et cette fois-ci, que faudra-t-il faire? De creuser profond, même y compris bousculer les habitudes, les certitudes, si vraiment nous voulons que notre ville se développe. Vous voyez la difficulté venir déjà. C'est vrai que nous l'avons vu avec ces images d'euphorie, cette foule, cette masse de la population qui a accompagné le nouveau leader de Djougou. Est-ce que vous pensez qu'en face, il y aura une difficulté pour lui quand on voit qu'il est si adoubé par sa communauté, Herman? Non, je pense que le fait pour la population de manifester sa liesse, de manifester sa joie avec l'élection de Malick Gomina, voudrait peut-être dire qu'on attendait d'avoir quelqu'un qui a un sens du développement, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui a déjà accompli de nombreux actes de développement dans la localité. Et ça voudrait donc dire quoi? Les populations de Djougou ne sont pas aussi analphabètes que cela ou ne sont pas aussi bêtes que ça pour comprendre qu'en réalité, quand il s'agira par exemple de faire passer des voix dans certaines localités, il faudra forcément, un peu comme l'a dit André, casser des œufs pour pouvoir faire de l'omelette. Il suffira juste pour Malick Gomina de leur expliquer en fait le sens de ses actions. Je pense que c'est dans ça qu'il va aller. Et vous avez d'ailleurs suivi ses premières impressions après sa prise de fonction ou après son installation, où il disait qu'il était une décision de contre-pouvoir, maintenant il devient un pouvoir, et que c'est difficile pour lui. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a fait usage de cette figure de style. Mais il a également dit qu'il va faire une tournée dans la population pour leur expliquer sa vision de développement de la localité. Je pense qu'il faut aller très vite. C'est un exemple qu'il donne à tous ceux qui a comme conseillers communaux, tous ceux qui a comme maire aujourd'hui, qui ont pris fonction, de pouvoir expliquer à la population ce qu'ils veulent faire. Comme ça, je pense que l'adhésion, ça va suivre aussi. Oui. Akimé. Votre question, c'est de savoir si ça va être facile. Non, on ne dirait pas d'emblée que ça ne sera pas facile, mais alors pas du tout. Ça va être certainement compliqué. Et comme Malick est un homme de défi, il sait ce à quoi il doit forcément s'attendre. Parce que Djougou n'est pas étranger à Malick. Ce n'est pas le fils de Djougou qui est resté, je dirais, en retrait des questions de développement. Il a vu faire. Et il sait certainement aussi que des difficultés, il y en existe. Les maires qui l'ont précédé ont été pour la plupart avec lui au niveau donc du bloc républicain pour la conquête de la mairie de Djougou. Je vais parler de Michael Bassavi Diarra, de Abichaye, de Maire Zoumarou. Tous étaient donc plutôt, il y en a même qui sont, la plupart sont d'ailleurs élus conseillers au niveau donc du bloc républicain. Ça veut dire qu'il peut bien entendu s'appuyer sur l'expérience de ses trois prédécesseurs, en tirer forcément des leçons et ensemble voir quels sont les éléments sur lesquels il va falloir forcément amener les populations à adhérer afin que ça bouge. Parce qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas dire que Djougou, bon voilà, ça va se passer comme si c'était même dans sa propre maison. Il y a parfois que des décisions sont contestées même par son propre enfant, par votre cocon familial. Donc au niveau de la commune de Djougou, c'est évident que Malick rencontrera des difficultés, mais c'est de sa capacité, Christian, de pouvoir transcender ces difficultés et apporter un plus au développement de la commune de Djougou. C'est ça qui va s'agir. Donc c'est à ce niveau seulement qu'on attend Malick Gomina, c'est-à-dire que son management qu'il a pu imprimer partout où il est passé. Mané citait le CNPA, il a cité la vice-présidente de la Fédération béninoise de football, l'instructeur au niveau de l'administration de la FIFA. On rappellera aussi qu'il est passé par le CNPA, le groupe de presse Fraternité. Et tous ces éléments, toutes ces expériences acquises doivent pouvoir servir Malick. C'est vrai qu'il est beaucoup plus sur le terrain
politique et développement. Il aura des crocs-en-jambe. Malik, je dis Malik, Zoumaro a bien fait de dénoncer un peu une situation qui a prévalu à l'occasion, donc je dirais de la désignation des différents responsables au niveau du conseil communal de Djougou. Il doit forcément en tenir compte parce que lui-même, il a été certainement dans des intrigues. Et donc je crois que Malik n'est pas nouveau dans cette affaire. Je veux simplement m'assurer que, eh bien, il a les épaules pour pouvoir supporter des coups qui viendront de partout ailleurs, afin que véritablement ça décolle, parce que Christian il s'est lancé dans ce marigot politique, c'est pas fameux. Et donc je veux voir comment est-ce qu'il va véritablement. On repart un peu dans le temps, et si on se rappelle ce rendez-vous manqué des législatives aussi, on a constaté un peu tout ce qui s'est passé derrière. Voilà. Bon vent à lui, nous dirons. Oui, bon vent à lui. C'est vrai que nous sommes sur un terrain politique où il faut marcher sur des œufs. C'est vrai qu'il est élu maire aujourd'hui, et c'est sûr qu'il a aussi d'autres ambitions. Et s'il pense que, oui, après il pourra aller aux législatives, après il pourra aller à d'autres élections et tout, pour continuer pas avoir l'adhésion de sa population, c'est maintenant qu'on veut le voir à l'œuvre. Et du coup, attend beaucoup de lui, ça il faut le rappeler. Oui, moi je ne suggérerais pas à Malik Gomena de penser aux prochaines élections. Je lui souhaiterais plutôt qu'il se retrouve dans la posture d'un homme de développement, d'un homme d'État qui plutôt pense au mieux-être de sa population, parce que de toute façon, vous savez, la population, lorsque vous travaillez bien et que vous améliorez leurs conditions de vie, elles ne sont pas ingrates. Elles continueront toujours de vous porter, elles vous soutiendront quoi qu'il arrive. Et Malik Gomena n'est pas un ovni, ce n'est pas un innocent, ce n'est pas un enfant de cœur. Tout jeune qu'il peut être, il est bien rodé, bien rompu au rouage, n'est-ce pas, aux arcanes politiques. Et les intrigues, il en est désormais habitué. Vous voyez, c'est que le coup de l'année dernière. Et c'est surtout, au-delà de ce parcours, son profil qu'on aime bien rappeler, vice-président fédération, président CNP, etc., c'est surtout celui-là qui souffle aux oreilles des chefs d'État, qui sait sur quel levier il faut appuyer pour obtenir des choses, pour obtenir des éléments de développement pour sa ville de la part du pouvoir central. Il sait comment il faudra convaincre, par exemple, le gouvernement pour drainer un certain nombre de flux d'investissement vers sa commune Djougou. Je crois que c'est plutôt à cela qu'il devra s'atteler, faire en sorte que Djougou cesse d'être cette exception vraiment pas très, très intéressante, à savoir une ville et pour le moment laissée pour compte. Je crois que c'est déjà sur ces éléments-là qu'il faudra qu'il appuie, et surtout mon conseil principal, majeur pour lui, c'est de travailler sur la jeunesse de Djougou, parce que c'est l'avenir de Djougou. Voilà. C'est le moment des conseils, oui, vous en avez aussi, Moïse Dessous. Moi, je pense plutôt que le fait même qu'il a été adoubé par la population, c'est un gros piège pour lui. Il faut qu'il fasse très attention. Parce que quand les gens vous portent un triomphe comme ça, c'est qu'ils ont de grandes attentes. Et ces gens sont souvent très impatients. Donc la plus grosse difficulté pour moi, ce ne sont pas les intrigues politiques, c'est sa capacité à gérer l'impatience. Parce que quand on veut travailler pour la durée, quand on a de grandes ambitions, ça prend du temps pour se matérialiser. Quand après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, quand les gens ne verront pas de manière concrète ce qui se fait, la désillusion va commencer. Et les gens vont commencer par respecter, par parler à gauche et à droite. Comment faire pour calmer les ardeurs en grive? Comment faire pour susciter, garder la flamme de l'espoir allumée? Pour moi, c'est ça la plus grande difficulté. Et surtout, comment faire pour qu'on ne vous rejoue pas vos disques que vous avez fait entendre en son temps. Moi, je me souviens qu'à cette grande sortie politique de Malik au stade à Tchoukouma de Djougou, il disait au ministre Bio Tchane, en termes, je dirais, de messages à envoyer au chef de l'État, allait dire au chef de l'État que Djougou n'a bénéficié d'aucun pavé dans la commune de Djougou depuis des années. J'espère que cette fois-ci, on n'aura pas à dire, Malik va dire au chef de l'État que nous n'avons pas encore reçu jusqu'à présent, je dirais, une seule pioche. Le messager qu'il va être, ça va être les populations qui vont peut-être commencer par grincer des dents. Donc, c'est une évidence que Djougou, en termes de sociologie, franchement, c'est pas fameux. C'est pour ça que j'ai dit que Malik, les connaissants, doivent pouvoir certainement savoir que, bon, eh bien, l'heure de... Non, mais quand on aime du beau, on fait du beau, il fera du beau. C'est quelqu'un qui aime bien le beau, mon ami. Il fera du beau, il aime du beau, il fera du beau, et il n'a d'ailleurs pas le choix, parce que n'oubliez pas qu'avec
stratégiquement, avec le fait que Parakou soit tombé aux mains de l'opposition aujourd'hui, Djougou va représenter une ville stratégique pour Patrice Talon pour 2021. Donc, c'est sûr que vous aurez beaucoup d'éléments qui iront à Djougou, beaucoup de projets qui iront à Djougou. Je pense que c'est quand même une chance pour Djougou d'avoir un maire de l'opposition à Parakou. C'est vrai qu'il y a aussi des lectures à faire par rapport à ce positionnement de Malik à travers un prisme tout à fait politique. Mais moi, je veux beaucoup plus insister sur le développement, sur les résultats à obtenir à Djougou. La sociologie de Djougou, rappelez pas, Hakimi, c'est un élément majeur. Djougou, c'est une ville très compliquée, une ville délicate. Et il faut vraiment savoir manipuler. D'Antigone à Crayon, ici, un journaliste vu au sens de anti-pouvoir, etc., désormais au pouvoir, c'est qu'au-delà des populations de Djougou, il a sur lui rivé les yeux, le regard des autres, les autres, notamment acteurs politiques, qui l'ont vu de l'autre côté donc, de la barrière, qui voudront l'attendre pour l'apprécier, donc à l'aune des actes qu'il posera à Djougou. Je crois que moi je suis convaincu d'une chose, il est un homme, il a la poigne, il a le profil du job, il a les ressources psychologiques pour faire le travail, les ressources et les compétences intellectuelles pour faire le travail, et il réussira de mon point de vue, et je suis absolument convaincu, en misant sur la jeunesse de Djougou. C'est-à-dire qu'il faut travailler essentiellement sur cette jeunesse-là, parce que c'est ça qui fait bouger la ville, et c'est important. S'il a la jeunesse de Djougou avec lui, aucun acteur politique malveillant ne réussira à lui mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Tout compte fait, nous le suivrons de près et nous cesserons d'envoyer des pics quand ça ne marchera pas à Djougou. Ça, c'est garanti. Les appels, des coups de fil sur Canal 3 Bénin, comment se porte sa ville. Absolument. Alors, nous parlons de jeunesse, nous parlons de Djougou, nous parlons de Marine Lik Gomina, mais il y a beaucoup de jeunes portés également par leur parti politique à la tête des mairies. On va en parler. On parlera donc de cette jeunesse désormais aux commandes. Est-ce que nos villes sont désormais sauvées? C'est la question que je vous pose, Moïse Dossoumo. Ville sauvée, bon, c'est peut-être trop dit pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que je faisais le plaidoyer ici il y a quelques jours que beaucoup de jeunes soient portés à la tête de nos communes. Contrairement au passé, il faut reconnaître que maintenant c'est le cas, qu'ils sont vraiment nombreux. Ils ont l'opportunité d'apprendre et d'impacter les populations. C'est ça qui me semble fondamental. On ne leur demande pas de réaliser des miracles, loin de là. Étant jeune, on n'a pas encore l'expérience, on n'a pas encore certains réflexes. Ils peuvent faire des erreurs, il faut pouvoir le comprendre et puis fermer les yeux et leur laisser le temps d'apprendre et progressivement, justement, de faire des réalisations. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ces jeunes-là, dans la majorité, ne viennent pas là pour se faire eux-mêmes, mais qu'ils soient plutôt des serviteurs, qu'ils aient l'idée qu'ils sont là pour un temps précis et qu'ils auront justement laissé de bons souvenirs dans la tête de leurs compatriotes. Mais si c'est des jeunes qui viennent juste pour se remplir le ventre, ce ne serait pas intéressant. C'est le même reproche qu'on fait à nos aînés, qu'on va le faire. Ça va un peu casser, disons, le discours qui tend à promouvoir la jeunesse. Je pense que sur eux pèse une grande responsabilité. Il leur faut apprendre encore et travailler beaucoup plus pour qu'on se dise que voilà, la jeunesse, elle commence maintenant par sortir la tête et elle est plus valeureuse que ces aînés. Ça, ce serait vraiment un acquis. Il faut transposer donc ce dynamisme qu'on retrouve au niveau de la jeunesse, au niveau des communes, et c'est le souhait de tout le monde d'ailleurs. Herman Parfait à Niambossou. Quand on parcourt la plupart des communes, on constate que c'est une jeunesse qui a pris le pouvoir. La dernière fois, vous étiez en train de parler de la commune d'Abomey-Calavi, c'est un jeune, Herman, on le confirme, 42 ans. Jeune de 42 ans. Partout, voilà, un peu partout à l'intérieur du pays, oui. Non, ce qui est certain, c'est le moment pour les jeunes de prouver de quoi ils sont capables. Et Patrice Talon, je fais toujours le parallèle entre Patrice Talon et ce qui se passe ici, c'est qu'il a fait confiance aux jeunes. Et ça a permis de voir qu'il y a des jeunes au travail, des ministres aujourd'hui, même au Parlement ou partout. Voilà. Les jeunes montrent de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, moi je constate pour ma part que le fait que les jeunes prennent le contrôle de ces mairies-là, c'est un atout pour ces communes parce que la jeunesse a le temps de prouver de quoi elle est capable. Je prends le cas très simple de vous avez parlé de la commune d'Abomey-Calavi. C'est un jeune avec deux femmes à ses côtés pour conduire. Oui, vous voulez parler des adjoints pour présider au décidé de la commune. On attend de lui quand même qu'il puisse agir sur certains leviers à Calavi pour montrer effectivement que les choses ont bougé. Et idem pour beaucoup d'autres communes.
Est-ce qu'on dira même votre que... commune Ouida aussi. Ouida, oui, voilà, Ouida, oui. Je n'allais quand même pas continuer sans parler de Ouida. Effectivement, c'est un jeune qui a pris les rênes là-bas, sauf qu'il va se faire aider par un ancien. Nida, René, qui a été deuxième adjoint au maire, qui est devenu premier adjoint au maire aujourd'hui. Donc ceux-là vont l'accompagner parce que Ouida n'étant pas une ville très facile à gérer. Le cas également de beaucoup d'autres communes. Même Parakou, ancien ministre de Boni-Yayi, aujourd'hui il est là. Mais le problème avec Parakou, c'est que Parakou n'a jamais réussi à régler le problème de pollution de l'air. Quand vous passez dans Parakou, Parakou est assez bien tracé, mais quand vous passez à côté des caniveaux, vous vous demandez s'ils ont réussi vraiment à gérer cette question-là, ce qui n'a pas été le cas. On peut en citer beaucoup d'autres. Oui. Pardon. La commune de Boukoumbe La commune de Boukoumbe également, où un certain Kouagou, je crois que c'est Aldo Kouagou, après les reines de Boukoumbe, alors que cette ville n'était pas gagnée avant. Ça montre qu'une fois encore, il y a une certaine synergie d'action, un certain accompagnement de la jeunesse, et donc je pense qu'il faut encourager tout ça. Oui, Akimé. Non, je crois que, comme l'a dit Moïse, nous devons avoir des raisons de nous satisfaire d'abord de ce que bien la jeunesse a conquis l'espace politique. Parce que ça fait partie des reproches et des invites que nous avons souvent illustrés sur le plateau à l'occasion des échéances électorales. Cette fois-ci, eh bien, quand on fait un peu le point, on se rend compte que nous avons une bonne partie de la jeunesse qui jouera les premiers rôles au niveau de plusieurs communes. On a parlé tout à l'heure de Malik Gomina qui n'échappe pas, je dirais, donc, au cercle de la jeunesse. Vous avez parlé du maire de Ouida. Le jeune maire est très jeune maire de la commune de Kalalé, c'est de 28 ans, qui certainement apportera un plus à cette localité. Quand on fait un peu le tour, même au niveau des dames, elles ne sont pas aussi âgées que ça. Karamat Faboum, elle fait partie de cette jeunesse-là qui, d'ailleurs, on l'a vu vouloir véritablement apporter la preuve qu'à côté de papa, on a beaucoup appris. Vous avez cité tout à l'heure le maire de la commune de Boukoumbe. Je crois qu'il faut aussi en parler parce que, eh bien, on ne le voyait pas venir. D'aucuns auraient peut-être dit que bon, c'est un jeune qui a profité de l'aura de son papa, feu Eric Nda, qui a été ministre des enseignements maternels et primaires, plusieurs fois député à l'Assemblée nationale. Et quand on connaît un peu la zone de Boukoumbe, du moins de la 3e circonscription électorale, qui pendant longtemps a été, je dirais, le terrain conquis d'hommes politiques d'une certaine trempe qu'on connaît très bien, le score des dernières élections communales au niveau donc de cette circonscription a apporté la preuve que les choses ont été un peu renversées. C'est l'Union progressiste qui se comporte, je dirais, en maître des lieux, en dominant donc, en ayant dans son ex-carcel la commune de Kobli, la commune de Tangueta et puis enfin la commune de Boukoumbe. La commune de Boukoumbe justement parce que, eh bien, on a vu un jeune Aldo Kouagou qui véritablement a impacté les populations parce que les populations véritablement ont un certain nombre de soucis, un certain nombre de problèmes, beaucoup plus en termes, je dirais, de cohésion, en termes d'union. Et là, jouer sur ces leviers-là. Ce sont les éléments qui ont véritablement, je dirais, impacté les résultats que Aldo a eu au niveau de la commune de Boukoumbe. C'est 19 conseillers, il a réussi à enlever 12 conseillers à lui seul. Et comme je l'ai fait remarquer, eh bien, c'est l'élément de l'union des populations de Boukoumbe. Parce que quand vous faites un tour, moi j'ai la chance de faire un peu la zone de la traversé par une très belle voie. Plusieurs années déjà, j'ai cru savoir, constater que, eh bien, au niveau de cette commune, il y a bien d'éléments qui divisent. Et je crois que Aldo a vite compris de jouer sur ces échantillons-là. Et aujourd'hui, ça a apporté la paix. Je veux maintenant espérer que quand on a fini de travailler à la cohésion, à l'union des fils de Boukoumbe, c'est l'heure du développement. Parce que Boukoumbe aussi, c'est une ville touristique. Touristique. Vous avez vu un peu l'entrée à Boukoumbe et les sorties de Boukoumbe, c'est aussi sur le voisin de l'Ouest, je vais parler du Togo. Ça veut dire que Boukoumbe aussi a des éléments sur lesquels la commune doit pouvoir s'appuyer pour faire engranger des ressources. Et je crois que quand on est un jeune Aldo Kouagou, on a des éléments sur lesquels on peut jouer pour véritablement partir un peu. Donc, ils sont bien nombreux et je ne veux pas que cette jeunesse nous déçoive, comme l'a dit Moïse dans sa chute tout à l'heure. Il ne faut pas qu'au terme de 6 ans de gestion communale, qu'on dise que bon, voilà les jeunes dont on a parlé de, mais finalement ça n'a rien apporté. Donc, ça sera une grosse déception. Ça sera une grosse déception. Oui, André. Oui, moi je suis satisfait. Cette vague de la jeunesse aux commandes de nos collectivités locales, c'est une bonne chose. Et je suis convaincu qu'ils feront mieux. Je suis convaincu en tout cas que nos villes seront beaucoup plus dynamiques et que leur gestion sera meilleure. Parce que quand on fait confiance, elle prouve. Et je crois que ceux qui viennent d'arriver ne décevront pas.
puisque vous avez souligné quelques symboles dans cette arrivée de la jeunesse. Il faut observer qu'il y a deux maires qui ont hérité du territoire politique de leur père. Il a suffisamment parlé d'Aldo Kwagunda, mais aussi de Karamatou Fagbon, qui s'est longtemps battu pour que son papa rejoigne l'un des partis politiques acquis à la cause de Patrice Talon et a finalement réussi. Et le couronnement de tout ce combat, c'est son élection à la tête de Adiawere. C'est une bonne chose. On va voir pour une fois Fagbon à la tête de cette ville. J'espère qu'elle, comme le disait un acteur politique il n'y a pas si longtemps que ça, sur le plateau d'Abomey, Aro et Todou Ovionasu. Donc, on va espérer qu'elle puisse faire, en tout cas, accomplir tous les actes manqués de son père et faire en sorte que la population, enfin, d'être reconnaissant à l'endroit de cette population qui ont longtemps accompagné ces Fagbon. Je voudrais, oui, Calavi, c'est une réalité que c'est aussi un jeune. J'espère que Emmanuel puisse en convaincre désormais, au-delà du faciès, que c'est un jeune, Angelo Awandinou, et qui, pour emprunter ce mot Akémé, mettra sa sagacité au service de cette ville, non moins compliquée, hein, vous savez, à Abomey-Calavi. En tout cas, Angelo Awandinou doit savoir que dans 6 ans, on ne doit plus voir des carrefours comme Carrefour Togudo, Ita, des carrefours impraticables avec des nids de poules depuis des années. 5 ans, 6 ans après, on observe ça. Et je crois qu'il sait à peu près ce qu'il attend. Et c'est le citoyen de Calavi qui en parle. Je crois que les jeunes réussiront. Moi, je suis absolument convaincu. Ouais, un certain Didonné Bédjekan, mais désormais de Koulekamé, c'est une bonne chose. Il faut que davantage les aînés accordent. Justement, vous parlez de cette jeunesse qui dirige désormais nos communes. Il faut reconnaître également que dans le conseil communal, il y a également beaucoup de jeunes qui doivent les accompagner. Ceux-là qui n'ont pas la chance de se retrouver soit au niveau de l'exécutif ou tout au moins CA, est-ce qu'ils doivent rester les bras croisés, regarder leur père se débattre dans tous les sens? Je pense qu'ils n'ont même pas intérêt à rester les bras croisés parce que la population est consciente de quelque chose. C'est une équipe qui a été installée à la tête de nos communes. Que vous soyez chef d'arrondissement, que vous soyez adjoint au maire, que vous soyez maire, ou même que vous soyez SEM conseiller. Je prends le cas de Ouida par exemple, je reviens sur ce cas parce que c'est le cas que je maîtrise le mieux. Avec le jeune maire qui a quelqu'un devant qui l'accompagne. Il y a un Prudencio qui est le plus ancien des conseillers communaux de Ouida aujourd'hui. Ceux-là doivent forcément l'accompagner. Et n'oubliez pas qu'il y a également une dame, Constantin Mathilde, dans l'arrondissement, je crois, dans un arrondissement là. Dans une zone là-bas, bon voilà. Et donc, voilà, l'arrondissement d'Avlékété. On est passé de Diaguadi à Avlékété, finalement vous nous embrouillez. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Donc, l'arrondissement d'Avlékété, ouais, cette dame-là qui est là, qui vont. Forcément, il y a que toutes ces forces vont l'accompagner parce que Ouida attend beaucoup d'eux. Vous savez que Ouida a une région un peu historique, mais nous rêvons d'une Ouida aujourd'hui, d'une ville de Ouida qui est d'autres quartiers, des quartiers quand même modernes et tout. Donc je pense que c'est sur cette santé-là qu'on les attend. Ici, on vous écoute. Une équipe communale, c'est avec un conseil communal. C'est vrai qu'il faut un exécutif, il faut des personnes qui doivent être, les porteurs de voix, les porte-parole. C'est pour ça qu'il y a le maire, et le maire délègue ses pouvoirs au premier, au second, au troisième, selon que vous êtes dans une ville à statut particulier. Et ensuite, il y a maintenant des chefs d'arrondissement. Je crois que c'est dans une synergie d'action que tous ces conseils doivent travailler pour impulser une dynamique à leur ville respective, parce qu'il ne s'agira pas, de rester dans son bureau de maire bien carré comme ça pour prendre des décisions. Ça se discute encore à l'occasion des sessions communales, et donc je crois que aucun maire ne travaillera sans pouvoir s'appuyer sur les conseillers. Le maire de Boycon, Rufuno, vous l'avez entendu, il est à côté d'un certain Amagan, c'est une dame à Bosagake qui a donné du fil à retordre en son temps, hein, souvenez-vous. À l'actuel maire de Cotonou. À l'actuel maire de Cotonou, ça ne fut pas aussi facile. Ça veut dire qu'elle a une vision de la ville de Boycon qu'elle va certainement apporter au maire actuel pour que ça puisse bouger. Le maire de la ville de Cotonou dont on attend beaucoup, parce que Cotonou, c'est la vitrine de notre pays. Cotonou, c'est l'inondation. Cotonou, c'est bien de choses. L'assainissement. C'est vrai que ça ressemble un peu à une confusion entre les actions de l'État central et puis les actions de l'autorité communale. Mais toujours être que dans une symbiose, les choses vont se passer. Ce qui est intéressant à Cotonou, c'est qu'il y a des conseillers qui ont bâti campagne sur des projets d'arrondissement. C'est le cas du CA12.
Samuel Akindès. J'ai lu un peu ces dépliants qu'il avait fait agiter à l'occasion de la campagne électorale. Il avait 12 éléments phares qu'il semble vouloir apporter en termes d'innovation au niveau du Le moment est venu pour qu'il concrétise alors ses rêves. Et pour que cela soit concrétisé, ça se dispute en session communale. Donc, je crois il n'y a pas de maire sans conseiller. Et donc, ensemble, ils travailleront pour que ça bouge. Moïse Dossoumo. Oui, c'est une erreur pour un conseiller communal parce qu'il n'a pas un poste de responsabilité de rester bras croisés ou bien de vouloir empêcher le maire d'exercer. L'exemple qui me vient en tête, c'est celui de Porte-Nouveau. Le conseil municipal écoulé, Yankoutié était seul contre tous. Mais ça n'a pas empêché de donner de la voix, de participer comme il voulait, même s'il n'était pas écouté. Et c'est ça qui lui a valu sa position aujourd'hui. S'il était resté silencieux, taciturne, ce n'est pas évident, comme avec la majorité qu'il a aujourd'hui, qu'il serait propulsé à la tête de la commune. Donc, sans être à un poste de décision, il faut toujours participer, donner de la voix, montrer qu'on est là, qu'on veut apporter quelque chose. Ça finit par payer tôt ou tard. Oui, André? Il faut être actif de toute façon. Lorsque vous êtes membre d'un conseil communal, il faut tout suivre de près et ne pas hésiter à un moment donné à monter au créneau quand ça ne tourne pas bien rond. Et ces jeunes-là, c'est notre ami Kalis Ouedé qui s'inquiète pour dire qu'il leur souhaite de ne pas subir le sort d'un certain Roland d'AFA, parce que c'est aussi ça. Il ne faut peut-être pas que cette jeunesse-là soit grisée par la prise de pouvoir. Voilà, on est arrivé, on a gagné, et avec dormir sur ses lauriers, il faut rester vigilant. Et surtout, il faut être séculaire avec les aînés. Il faut humblement apprendre auprès des aînés, les solliciter, écouter leurs conseils, c'est important. Et du coup, ce faisant, se mettre à l'abri d'éventuelles intrigues qui pourraient les empêcher d'évoluer dans leur action. Moi, je leur souhaite beaucoup de réussite, mais ils n'auront pas d'excuses. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'asphaltage, pour les villes qui en ont bénéficié en tout cas, les populations ont besoin que les élus accompagnent l'effort qui est fait dans le sens de l'entretien des voies. Et l'attente majeure des populations, que l'on se retrouve à Malanville ou à Papa ou bien à Ouida, chez Eman ou je ne sais où, c'est les services sociaux. Les services sociaux aux citoyens. Moi, ça m'a pas dit. C'est laisser le nom de mon équipe de football tranquille. Non, sérieux, je crois que les populations ont besoin vraiment qu'on leur assure les services sociaux, c'est très important. Il faut que les élus soient présents dans la vie des citoyens, dans leur communauté. Que les gens ne soient pas maîtres d'une ville X et à y passer leur week-end et leur nuit dans une ville Y. Parce que ça, on a assisté aussi ils ont aussi besoin cela. De peu de repos. Il faut être présent. Non. Lorsque vous devez diriger une ville où tout est prioritaire, mais pas de repos. Et je crois que la plupart de ceux qui ont levé la main pour être candidats, ils en sont conscients. Ils n'ignorent pas les réalités de ces différentes communautés dont ils ont hérité aujourd'hui. Il faut être présent dans la vie des citoyens. Il faut assurer un meilleur cadre de vie à nos citoyens. Justement, lorsque vous parlez de jeunes aussi, nous n'oublions pas le jeune chancelier Ngouidi quand même. Qui a été un produit de Caratoire Bénin, qui est aujourd'hui simple conseiller, mais bon, qui a renouvelé son mandat. Je pense que c'est pas mal. Voilà, cette jeunesse qui doit accompagner la jeunesse au pouvoir. Entre deux anciens, pour dire les choses comme ça, Yopaïda Moussa. Je crois que ça sonne un peu l'élément qui va forcément tirer vers le haut le développement de la commune de Soava. Donc, ils sont entrés en fonction hier. Oui. Alors, et cette autre jeunesse qui n'a pas la chance d'être, disons, au pouvoir, si je prends par exemple la commune d'Abomey-Calavi, on sait que c'est l'Union progressiste qui est alliée du maire au CA. Il y a quand même cette jeunesse du bloc républicain qui devra faire quelque chose également. Oui, quand je vois un peu la fougue des jeunes comme Crescent à Gossou, des jeunes comme Caliste, je ne sais pas, ils sont nombreux dans la commune d'Abomey-Calavi. Que devront-ils faire? C'est ce que Moïse a dit. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas aux affaires qu'ils vont se taire. Cette fois-ci, c'est l'Union progressiste qui contrôle la commune d'Abomey-Calavi. Peut-être que les échéances prochaines, ça va être le bloc républicain. Ça dépendra de comment est-ce qu'il travaille sur l'affaire. Donc, aucun jeune, fut-il, je dirais, d'un bloc ou d'un autre bloc, n'étant pas donc aux affaires, n'a pas intérêt à rester dans son couloir. Les Crescents dont vous parlez, ils sont bien nombreux, on a vu par exemple. C'est l'occasion pour eux d'apporter la preuve que même sans être aux affaires, ils ont des éléments d'appréciation pour des questions de développement de la commune d'Abomey-Calavi. Au maire de leur tendre la main?
Non, dans toute démocratie, il y a forcément la minorité et la majorité. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu prendre part à ce festin-là constituent la minorité. Et cette minorité-là qui doit travailler, un peu comme Charlemagne Yankoti à Porto-Novo en son temps, qui criait, qui dénonçait des situations, qui participait également aux actions. Cette jeunesse, cette minorité aujourd'hui doit pouvoir travailler, ne serait-ce que pour dire à ceux qui sont majoritaires et qui pensent que oui, ils sont aux affaires aujourd'hui, de leur dire attention, un peu comme l'a dit André, au carrefour Tankpé, il y a des problèmes que vous ne réglez pas. À Kota, par exemple, où on met des feux tricolores, alors que la position de la voie qui entre de Kota à Weto, ça ne permet pas de pouvoir, c'est une descente et la voie est tellement exiguë à ce niveau que pouvoir passer, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir cette voie et permettre à ceux qui veulent aller à Weto ou ceux qui veulent aller à Itedi de pouvoir aller facilement quand le feu est ouvert? Je pense que c'est autant de chantiers sur lesquels il faut rapidement attirer l'attention de cette majorité. Moi, pour finir, c'est vrai que, comme Moïse l'a souligné suffisamment, lorsqu'on est conseiller et qu'on n'a pas président de commission ou un CA ou etc., il faut être actif pour surveiller la gestion de ceux qui sont en place. Sinon, vous n'aurez pas d'éléments à défendre. Et quand vous êtes actif, c'est que ça finit pas payer. Et Yankoti en est un parfait exemple. À côté de ça, je crois que c'est important de souligner que les nouveaux élus doivent être présents auprès des entreprises chargées d'exécuter les travaux d'asphaltage. Quand vous prenez la commune d'Abomey-Calavi, on ne comprend pas pourquoi il y a cette lenteur dans l'exécution des travaux d'asphaltage. C'est aussi ça le rôle des conseils communaux. Lorsque le gouvernement met en place un projet chez vous, vous devez suivre ça. Et aussi veiller à ce que, moi je suis élu communal, si le gouvernement ne tient pas compte de mon avis pour venir installer un projet chez moi, il faut que je puisse monter au créneau pour le dire. Parce que c'est aussi ça, vous savez, le pouvoir central a tendance aussi à exécuter des projets sans prendre en compte les aspirations de la population. Donc, seuls les élus connaissent les vrais problèmes, les priorités de leur localité. C'est à eux d'orienter peut-être aussi les décisions du pouvoir central pour que la population qui ont besoin, par exemple, d'un forage, on ne vienne pas leur construire, je ne sais pas quoi, un pont ou quelque chose du genre, alors que peut-être ils n'en ont pas besoin, ainsi de suite. Donc, je crois qu'il faut une synergie entre pouvoir central et gouvernance locale pour que nous puissions vraiment relever le défi de développement. Merci beaucoup à vous, André Dossa. Merci, Herman Anyamboussou. Nous n'avons plus assez de temps pour aborder le sujet décès du président burundais Pierre Nkurunziza. Oui. Pour en dire quoi? Il est décédé. Il n'y a pas grand-chose à dire. De suite d'un arrêt cardiaque, c'est le guide suprême du patriotisme, c'est le visionnaire. Tout ce que vous voulez, en tout cas, on retrouvera le moyen de revenir sur ça. Merci à vous. Merci à vous. Il faut juste comprendre Moïse que dans la vie, tout est vanité. Merci beaucoup. Eh bien, dans un instant, nous allons recevoir au téléphone notre invité du jour. Il s'agit bien sûr de Dr Adamou Maman Sambo. Il est président de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. On parlera donc ce matin de ces conflits répétés entre agriculteurs et éleveurs. Et juste après, dans votre rubrique économique, Clément Tchadé recevra Jean-Bernard Favi, directeur général du commerce. On parlera de l'économie verte, le bois dans la balance commerciale du Bénin. Avant tous ces rendez-vous, la pub. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki.
Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bang & Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Cœur de la ville de Barrakou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Barrakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Voilà, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3, 8h26 minutes. Nous recevons au téléphone notre invité du jour, Dr Adamou Maman Sambo. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Vous étiez d'ailleurs dans le Nord pour sensibiliser les éleveurs par rapport à cette question de transhumance qui crée assez de problèmes au peuple. Comment vivez-vous ces moments de tension entre les peuples agriculteurs et éleveurs? Oui, c'est vrai qu'on est actuellement en début d'installation des cultures. Et il arrive qu'il y ait de tensions entre agriculteurs et éleveurs. C'est une situation récurrente. Oui. C'est une situation à laquelle il faudrait vraiment qu'on trouve une solution, et une solution durable. Oui, vous dites que c'est une situation à laquelle il faut vraiment trouver une solution. Alors, dites-nous d'abord, avant les solutions, qu'est-ce qui explique fondamentalement ces heures? Parce qu'on nous parle souvent du fait que les éleveurs emmènent leurs bœufs en pâturage dans les champs des agriculteurs, et c'est ça le nœud du problème. Est-ce que vous confirmez? Oui, entre autres, il y a que les animaux rentrent dans les champs pour faire des dégâts. Mais pour les derniers cas qui se sont produits, pour l'instant, les cultures sont en installation. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de dégâts dans les champs. En fait, c'est plutôt une intolérance. Et certainement que c'est des situations antérieures entre ces deux communautés.
provoque ces intolérances-là. Parce que ce qui s'est passé dernièrement à Gongo, l'éleveur est monté en train de cueillir des feuilles. C'est ça. Pour pouvoir nourrir ses animaux. Mais l'agriculteur trouve que c'est aux abords de son champ, et que le champ est déjà en préparation pour être semé. Donc, altercation entre les deux, pour blessures, et finalement, l'agriculteur a succombé de ces blessures. Voilà un peu le démarrage un peu de cette semaine qui a été très, très, très chargée d'émotions. Chargé d'émotions parce qu'on rappelle aux téléspectateurs qu'il y a environ 9 morts dans 16 heures, de nombreux blessés et puis beaucoup de dégâts. Alors, qui sont les transhumants dans un contexte où la transhumance transfrontalière est pour l'heure suspendue? Bon, dans cette situation, en fait, ce n'est même pas des transhumants. En fait, c'est des éleveurs qui vivent avec les agriculteurs. C'est des éleveurs sédentaires. Donc, ce problème ne s'est pas posé avec des transhumants. C'est ça. Mais quand on parle de transhumance, vous savez qu'il y a la transhumance interne également. C'est-à-dire que il y a pendant la saison sèche, les animaux vont souvent sur des distances, de grandes distances, même quand ils sont à l'intérieur du pays. Donc ils peuvent quitter une commune à une autre, ils peuvent bouger à l'intérieur de la même commune. Mais également, il y a une transhumance, un déplacement d'animaux pendant l'installation des cultures. C'est-à-dire que quand les cultures commencent à pousser, pour éviter ces genres de conflits, les éleveurs déplacent également leurs animaux de leur point d'attache, c'est-à-dire de leur campement, et les éloignent également. Donc il y a cette mobilité-là qui existe et on l'appelle également transhumance. Sinon, c'est la transhumance transfrontalière qui a été suspendue, qui a été interdite au Bénin. Alors, dans ces déplacements d'animaux, on sait quand même qu'il est tracé ce qu'on appelle un couloir de passage des animaux. Pourquoi ce n'est pas respecté? Ou si c'est respecté, qu'est-ce qui explique que les animaux et les éleveurs quittent ce couloir de passage pour se retrouver malheureusement dans les champs? Vous savez, l'activité pastorale, c'est une activité de valorisation des ressources naturelles. Donc, un couloir de passage, c'est pour permettre que les animaux quittent une localité pour une autre. Ou bien qu'ils quittent, je ne sais pas, une région pour une autre. Mais quand on est dans un même terroir, il faudrait que les animaux quand même quittent leur point d'attache, là où ils résident, pour aller ou vers l'eau ou vers les pâturages. Donc les couloirs ou les pistes de pâturage servent à cela. Donc, mais même s'ils arrivent en fait sur leur zone d'attache, sur les zones de pâture, c'est sur des espaces assez étendus. Et parfois, ils peuvent venir aux abords d'un champ, ou bien en se déplaçant, ils peuvent passer à côté d'un champ. Et parfois, lors de ces déplacements également, ou lors de ces passages, il peut arriver qu'il y ait incident entre les deux. Parce que l'animal, c'est l'animal. Et puis les hommes, il faudrait maîtriser, je ne sais pas, une cinquantaine de bêtes. Parfois, il arrive qu'il y ait des écarts. Mais je pense que c'est plus de l'intolérance. Parce que là, ce qui s'est passé récemment, comme je le rappelle, il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu, les animaux ne sont pas rentrés dans un champ pour commettre de dégâts. C'est pour ça que je parle d'intolérance plutôt. Alors, intolérance, vous êtes le président de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Que fait votre association? Nous sommes dans la prévention, nous sommes dans la sensibilisation et nous sommes également dans tout ce qu'il y a comme action pour permettre à l'éleveur d'installer des parcelles fourragères, en tout cas de réduire au maximum les déplacements, de réduire au maximum les grands déplacements. Je pense que l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel en savane œuvre à cela dans 14 pays de l'Afrique et beaucoup dans le Sahel, et nous sommes en train de démarrer ces activités. Disons, depuis un an, bientôt, on est en train de les faire également au niveau de nos pays, les pays côtiers. C'est ça. Docteur, oui. Vous avez parlé de réduction des déplacements des éleveurs et de leurs animaux. C'est une solution au conflit que nous observons? C'est une des solutions, parce qu'on est dans l'activité pastorale, et l'activité pastorale nécessite quand même une certaine mobilité. Mais on peut les réduire, on peut réduire la durée du déplacement, on peut réduire la période où les animaux doivent quitter. C'est-à-dire, si les animaux doivent quitter, par exemple, en octobre,
Et si l'éleveur a un peu de parcelles fourragères, si l'éleveur a de quoi nourrir ses animaux, si l'éleveur intègre par exemple les aliments qui sont produits dans nos différents pays, même au Bénin, on produit de l'aliment bétail. Si l'éleveur intègre cela dans son alimentation, il peut repousser sa date de déplacement, ce qui va éviter vraiment qu'il y ait ces différents accros-là entre éleveurs et agriculteurs. D'accord. Mais il faudrait que les collectivités locales, c'est-à-dire que les communes et le gouvernement puissent accompagner cet élan-là en termes d'investissement, en termes d'infrastructures pastorales, parce que c'est ça aussi qui peut amener les éleveurs, notamment à se déplacer, parce que parfois il y a manque d'eau, s'il n'y a pas de forage, s'il n'y a pas de retenue. C'est très difficile pour les animaux de vivre dans un endroit, surtout pendant la saison sèche. D'accord. Avant de vous laisser partir, vous dites que votre association fait dans la sensibilisation. Est-ce une sensibilisation unidirectionnelle, c'est-à-dire uniquement adressée aux éleveurs? Du côté des agriculteurs, quelles sont les démarches également que vous menez? Non, on est dans une démarche plus inclusive. C'est-à-dire que quand on travaille, vous êtes obligé de travailler avec les éleveurs, mais pour la plupart, ce sont les agriculteurs qui sont fixes. Les champs, comme on dit souvent, c'est les champs qui sont fixes. Donc, il faudrait également aller vers ces agriculteurs-là pour discuter de la cohabitation. Donc, de temps en temps, il faut réunir les deux acteurs ensemble pour qu'il y ait cette sensibilisation, pour que chacun comprenne l'intérêt et la nécessité de collaborer. Mais je voudrais lancer vraiment un appel pour que dans notre pays, on puisse vraiment redynamiser les comités à la base. Un comité, par exemple, de gestion de la transhumance dans un village réunit tous ces acteurs au niveau arrondissement, au niveau commune et au niveau départemental, jusqu'au niveau national. Il y a ces comités-là auxquels nous sommes souvent, auxquels nous sommes membres. Donc, il faudrait vraiment qu'on arrive à redynamiser et à rendre fonctionnels ces différents comités-là. Ensuite, il faut un dispositif au niveau national, un dispositif périn qui s'occupe vraiment de la gestion et de la prévention des conflits, ou faire comme un peu les autres pays, comme le Niger, où carrément il y a tout un haut commissariat qui s'occupe de la prévention et de la gestion des conflits. Je pense que nos pays, qui sont des pays côtiers, c'est-à-dire on met pas trop l'élevage au centre de nos préoccupations. Si l'élevage est mis au centre des préoccupations, je pense qu'on ne va pas en venir à ces atrocités-là. D'accord. Merci à vous. On vous a entendu, docteur Maman Sambo. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Actuellement, vous êtes d'ailleurs en déplacement pour sensibiliser ces différentes communautés dans la prévention contre les différents conflits. Merci d'être resté avec nous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Mesdames, Messieurs, restez en place. Dans un instant, la dernière rubrique avant la revue de presse d'Assiongbo Kanye Assiongbo, on va retrouver Clément Tchadé et son invité Jean-Bernard Favy, directeur général du commerce. Avec lui, il sera question de l'économie verte. Vous savez que nous sommes dans le mois de juin, mois sacré du reboisement en République du Bénin. Économie, c'est après ceci. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie.
Mois de juin, mois de l'arbre, on fera ce matin une analyse économique de l'opération reboisement, la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale. Et pour en parler, vous êtes avec nous, Jean-Bernard Favy, bonjour. Bonjour, vous monsieur êtes le journaliste. Voilà, directeur général du commerce. Vous serez reçu par Clément Tchadé, patron de cette rubrique. Clément, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. La contribution du secteur forestier à l'économie béninoise est minime, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont là les propos de notre invité au cours de notre briefing tout à l'heure. Notre invité qui tire ce matin la sonnette d'alarme et appelle à un éveil de conscience tout en reconnaissant les efforts des pouvoirs publics depuis 35 ans sur l'urgence de reboisement pour une véritable économie durable et verte. Quelle est donc la place du bois dans la balance commerciale du Bénin? État des lieux, perspectives et quelles sont les opportunités pour le pays et surtout pour les acteurs du secteur du bois? On appelle donc ce matin avec vous Jean-Bernard Favy. Vous êtes le directeur général du commerce au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est moi, merci beaucoup. Depuis le 1er juin, vous avez décidé donc de vous intéresser à cette problématique, la contribution du bois dans la balance commerciale du Bénin. Pourquoi cette question vous préoccupe autant? Merci. Le bois fait partie des activités commerciales au Bénin. Et comme vous le savez, il y a une grande partie de cette production qui est exportée et ça contribue, l'exportation bien sûr de ce produit contribue au PIB du pays. Non seulement ça, vous savez que le bois est utilisé dans beaucoup de domaines. Quand vous prenez la menuiserie, c'est le bois qui est utilisé. Quand vous prenez la charpente de nos maisons, la plupart de ces charpentes sont réalisées à partir du bois. Vous savez également très bien qu'il y a le bois énergie qui est également utilisé pour la fabrication du charbon, même pour faire le feu dans nos villages et même dans certaines grandes villes encore de notre pays. Donc, le bois joue un rôle très capital. Et pour cela, le commerce s'intéresse à tout ce qui se passe et qui tourne autour du bois parce que, en réalité, ça participe du développement économique de notre pays. Et justement, parlant donc de cette participation ou de cette contribution au PIB du Bénin. Et il y a une étude qui a été réalisée entre 2009 et 2010 qui révèle que le secteur participe à hauteur de 6,64% au PIB. Ça, c'est une vieille étude, comme je l'ai annoncé. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les choses ont-elles évolué? Effectivement, depuis toujours d'ailleurs, le taux qui est utilisé, qu'on retrouve dans nos documents, c'était 2,3%. Et l'étude qui a été réalisée, comme vous êtes en train de le dire, en 2009, a révélé qu'en réalité, le secteur forestier participe au PIB à hauteur de 6,64%. Mais il faut ajouter que les choses ont évolué dans le temps. Et comme vous le savez, à l'avènement de notre président Patrice Talon, il a souhaité renforcer les activités de ce secteur pour l'améliorer, pour la pérenniser. Et pour ça, désormais, l'exportation est réglementée de telle sorte qu'on ne peut plus exporter n'importe comment. Vous le savez, quand il était arrivé, il avait mis fin d'abord à l'exportation du bois parce que quelque part, nous n'allons pas envoyer tout ce que nous avons comme matière première à l'étranger et nos industries de bois qui sont à l'interne vont être privées de la matière première pour travailler. Donc, vous comprenez que c'est une préoccupation majeure pour lui et beaucoup de dispositions ont été prises. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que la contribution au PIB a évolué. Et il n'y a pas, sinon les études
les informations que nous avons ne sont pas officielles, c'est pourquoi je ne veux pas donner ces chiffres, mais nous avons constaté quand même qu'il y a eu assez d'évolution. Vous voulez dire par là que vous avez, ou le gouvernement a opté pour la transformation ou le fait de satisfaire d'abord le marché local que le marché régional ou international? Pas forcément satisfaire d'abord, mais il y a des quotas qui sont déterminés désormais. On doit savoir au début de chaque année quelle est la quantité qu'on peut exporter en tenant compte du besoin du bois à l'interne, pour que nous n'exportons pas tout et se retrouver en difficulté. Est-ce que cela ne fragilise pas, disons, les commerçants, les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur du bois? Non, cela ne les fragilise pas. De toutes les façons, vous ne pouvez pas, si vous avez de la matière première, l'idéal est que vous l'utilisiez pour satisfaire d'abord vos besoins nationaux et c'est le surplus qu'on exporte. Et c'est dans cette logique que le gouvernement actuel s'inscrit pour qu'on n'exporte pas la totalité pour se retrouver en difficulté. Donc, ce sont des dispositions pour mieux réglementer le secteur. Alors, vous dites également que la valorisation des arbres ou le reboisement permettra à long, moyen et à court terme, comme vous l'avez dit, donc de développer l'industrie du Bénin. Comment cela peut-il se passer? Alors, quand vous prenez l'arbre, c'est à partir de l'arbre que nous avons le bois. Mais ce n'est pas que le bois que l'arbre nous donne. L'arbre nous donne également des fruits. Et si nous faisons la valorisation de l'arbre, ça contribue non seulement au développement économique des produits du bois, mais également favorise le développement de l'industrie agroalimentaire pour ceux qui veulent transformer les fruits issus de ces arbres. Vous voulez parler par exemple des usines de transformation des fruits en jus et autres? Absolument, absolument. Non seulement ça, les arbres ne nous donnent pas seulement des fruits aussi. Les feuilles, les écorces, les racines sont utilisées également dans la médecine traditionnelle et la valorisation du bois, sinon de l'arbre, permet de remplir toutes les fonctions que donne l'arbre dans tous les pays. C'est vrai qu'on ne parle pas environnement, mais ça joue aussi un rôle important dans le maintien de l'écosystème. Et cela pourrait aussi... Absolument, parce que ça libère de l'oxygène et ça absorbe du CO2. C'est un rôle déjà très important que ça joue dans l'écosystème de notre pays. Et l'arbre joue beaucoup de rôles. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder chaque rôle, mais nous comprenons, comme vous l'avez dit, que l'arbre joue suffisamment de rôles et ce qui nous préoccupe au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce et ce qui préoccupe d'ailleurs le ministre de l'Industrie et du Commerce, c'est comment est-ce que nous valorisons l'arbre pour renforcer notre économie à partir des produits issus de l'arbre. Et quel est le travail qui se fait dans ce sens actuellement? Le travail qui se fait dans ce sens, d'abord encourager le reboisement. Ça, c'est la première des choses. Et vous le savez, je ne vous apprends rien, le gouvernement du président Patrice Talon est beaucoup plus dans ce sens-là, où on doit planter suffisamment d'arbres qu'on ne n'abat. Ça, c'est déjà important. Et deuxième chose est que l'arbre peut être ou sera utilisé pour améliorer le PIB de notre pays à travers les exportations qui seront faites et également permettront aux usines qui sont à l'interne de pouvoir améliorer leur production. Je ne vous apprends rien. Vous savez qu'il y a beaucoup de meubles que nous importons, alors que... Surtout quand vous allez dans les ministères, dans vos directions générales et autres, c'est toujours, pour la plupart, les produits, les meubles importés. Ce n'est pas toujours, mais c'est vrai qu'il y a des meubles qui sont importés. Ce que le ministère fait et qui est même porté par le ministre, Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, c'est de renforcer les unités de transformation qui sont sur place pour que ces unités
mettre à notre disposition des produits de qualité. C'est la qualité qu'on recherche en faisant d'eau ou bien en recourant à l'extérieur. Mais si nous avons la compétence, nous avons la matière première, nous avons l'infrastructure nécessaire pour transformer nous-mêmes, ça permet non seulement de couvrir le besoin national et également de commencer par exporter, au lieu d'exporter le bois brut, c'est de commencer par exporter les meubles ou d'autres objets fabriqués à partir de l'arbre, à partir du bois. Alors, on comprend clairement que vous appelez ce matin à un éveil donc, de conscience pour ce qui est du reboisement. Mais une question, est-ce que le marché régional, le marché international, sont-ils favorables disons, sont-ils prêts à consommer tout ce que le Bénin pourra donc désormais produire comme produit issu du bois? La demande au niveau international existe toujours. La demande est toujours grande. Et je vais vous dire que ça fait partie des préoccupations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. C'est d'ailleurs dans ce cadre que, à la 4e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce tenue en 2001, des dispositions ont été prises pour non seulement valoriser, mais pérenniser tout ce qui est ressources forestières. Le besoin existe. Donc, amener la population à plus reboiser ne fera pas l'objet de produits qu'on aura sous les bras, qu'on ne peut pas utiliser. Non, on pourra les utiliser à l'interne et le surplus, on pourra l'exporter également. D'accord. Avant de vous laisser partir, votre mot à l'endroit des acteurs du secteur forestier et autres. Je voudrais dire à tous les exploitants forestiers que quand vous voulez abattre un arbre, soyez sûr que vous avez planté au moins 2. Ça, c'est important. Et demandez à toute la population de s'inscrire dans cette logique de reboisement parce que l'arbre joue un rôle très important dans l'écosystème et également dans l'économie de notre pays. D'accord. Monsieur Bernard Jean Favy, je rappelle que vous êtes le directeur général du commerce au ministère de l'Industrie et du commerce du Bénin. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. On aura peut-être le temps de revenir, comme vous l'avez souhaité, sur l'importance du bois et sa contribution dans la balance commerciale du Bénin. Christian, ce sera tout. Nous allons vous recevoir, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Merci. Merci à vous également, Clément Achadé. Bonne journée du mercredi. Mesdames et messieurs, restez en place. Nous allons revisiter l'actualité à travers la revue de presse, décryptage et présentation à Siomo Kanya Siomo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Mardi de gloire pour les nouveaux maires désormais installés dans leurs fonctions, écrit ce jour le quotidien du service public La Nation, pour lequel leurs prédécesseurs leur ont passé le témoin pour poursuivre les œuvres de développement entamées. Le maire de la municipalité de Cotonou a pris également fonction dans la soirée du mardi, et ce jour, l'autre quotidien informe que Luc Setonji Atrokpo s'installe. Lui qui, selon l'investigateur, est un condensé d'expérience officiellement investi à la tête de la municipalité. Selon Bénin Intelligent, il promet déjà de relever le défi en vue de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Dans son discours de prise de fonction, l'ancien maire de Boycon a exprimé dans un premier temps toute sa reconnaissance et sa profonde gratitude à Dieu qui, selon lui, est la source et l'origine de tout pouvoir, et en second au chef de l'État, le président Patrice Talon, ainsi qu'aux dirigeants du parti Union progressiste et l'ensemble des membres du conseil communal de Cotonou pour la confiance placée en lui. Et ailleurs, à la tête de la commune de Boukoumbe, renseigne Fraternité, Aldo Kwagunda est le triomphe de la jeunesse pour ce journal. Il n'en demeure pas moins cependant que l'écho de son avènement a retenti un peu partout sur toute l'étendue du territoire de la commune. D'ailleurs, pouvait-il en être autrement, se demande le journal, pour lequel lui qui, à la surprise générale, a mené la liste du parti Union progressiste
à une victoire sans bavure dans le cadre des dernières consultations électorales. Des 19 sièges en compétition, 12 sont tombés dans l'escarcelle du parti, donnant ainsi la liste portée par ce trentenaire que d'aucuns donnaient pour novice sur l'échiquier politique, largement victorieuse. Le moins qu'on puisse dire est que ses adversaires politiques ne l'ont pas vu venir. Et pour Bénin Intelligent, pour qui connaît le calme naturel et la température du jeûne, il y a matière à espérer en des lendemains meilleurs. C'est assurément un nouveau pôle de leadership qui ainsi se définit dans cette zone de l'Atakura, longtemps restée la chasse gardée de personnalités bien connues. C'est à suivre de très près, conclut le journal. Mais à Parakou, lui, ses adversaires politiques l'ont vu venir. Aboubakar Yaya, qui, selon Matin Libre, prend les rênes de Parakou. Et pour le matinal, la question n'est pas de prendre les commandes de la commune, mais il faut réussir comme l'ex-maire Charles Toko, dont la belle page à la tête de l'exécutif municipal de Parakou est tournée. Depuis hier mardi, le maire sortant de la cité des Koubourou a passé la main à son successeur Aboubakar Yaya pour poursuivre l'œuvre entamée. À cette occasion, Charles Toko a présenté les prouesses de la mandature finissante avec des suggestions à l'endroit de la nouvelle équipe dirigeante. Au-delà des suggestions, Fraternité se penche sur le challenge qui attend les nouveaux maires dans les communes à haut risque pour écrire qu'encore quelques semaines et les eaux seront à nouveau sous nos pieds. Les cris d'alerte habituels vont suivre et l'impuissance des maires dans certaines communes sera encore à nu. C'est un scénario auquel on est habitué, mais dans un contexte où les bassins ne cessent de déborder et que de nouveaux élus sont à la tête de la plupart des 21 communes à risque élevé d'inondation, mieux vaut se mettre plutôt en ordre de bataille que d'être surpris. Ainsi souligne le journal. Ainsi, il faut tirer leçon de la crue de 2019 qui a, au-delà de tout, montré combien les écoles sont aussi vulnérables dans les communes à risque. Le journal de suggérer, entre autres, qu'il faut s'approprier les plans de contingence, penser aux moyens d'urgence et profiter de l'asphaltage. Mais en attendant, annonce le challenge, on avance vers un audit des 3 dernières mandatures des conseils communaux et selon notre temps, le label, l'État central veut voir clair dans la gestion des conseils communaux qui viennent de passer la main à la nouvelle équipe issue du scrutin du dimanche 17 mai. À en croire le journal, le ministre de la décentralisation Alassane Seydou a demandé au préfet de veiller à la suspension des engagements financiers, des primes de mandatement et des engagements juridiques à l'exception des opérations relatives aux dépenses obligatoires que sont les salaires, les factures d'eau, d'électricité. Et puis la pandémie du coronavirus qui fait toujours parler d'elle, comme l'affiche en gros titre Libération et le matin, pour lesquels un nouveau décès est enregistré au Bénin où on dénombre aujourd'hui 305 cas et 118 guéris. C'est dans ce contexte, rapporte Fraternité, que le programme Eau, Hygiène et Assainissement phase 2 offre à l'Association nationale des communes du Bénin pour riposter contre le coronavirus 185 dispositifs de lavage des mains, 300 bidons de litres de savon liquide et 2 vidéos de sensibilisation sur le coronavirus. La remise de ces matériels a eu lieu hier dans les locaux du nouveau siège de l'ANCB 6 à Boumé-Calavi. Dans la suite, l'économiste informe que les occupants illégaux des biens immobiliers de l'OCBN sont toujours actifs sur le site. Selon le journal, la corruption a indubitablement fait son nid à l'organisation commune Bénin-Niger depuis plusieurs années, ayant été longtemps préoccupés par leur poche au détriment de l'intérêt général. Certaines personnes qui ont sous-loué le domaine affecté à cette structure à des tierces semblent plus que jamais actives pour étouffer la dynamique du gouvernement béninois. Merci d'avoir suivi la revue de presse.
8h57 minutes, c'est la fin de votre matinale Actu Matin. Merci à tous de votre attention. Demain, quand nous serons jeudi, eh bien, toute l'équipe vous reviendra avec beaucoup d'autres informations à partager avec vous. Et nos débats en plateau avec les débatteurs pour ce qui est de ce jour, c'est terminé. Merci à chacun et à tous. Merci à toutes les équipes techniques de réalisation, de diffusion. Et merci également à la rédaction de Canal 3. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.